C'est parti? C'est parti, ok, très bien. Bon, bonsoir, ravi d'être ici, ça faisait quelques années que j'étais pas venu à Nantes. Et comme je disais en rigolant, à chaque fois que je viens il pleut, donc vraiment à chaque fois, j'ai vraiment pas de chance. Mais bon, c'est rien. Ça valait la peine, il y a une belle salle. Donc je m'appelle Julien, je travaille pour Hugging Face depuis un peu plus de 2 ans et demi. En tant que chief évangéliste, ce qui veut dire essentiellement 2 choses, que je travaille essentiellement avec les clients commerciaux, moins sur la partie open source. Donc je passe mon temps à expliquer à des grandes entreprises ou des scale-ups, de temps en temps le secteur public, pas forcément en France, mais on va pas dire du mal, on va rester positif ce soir. J'essaie de leur expliquer ce qui se passe autour de l'IA générative, des LLM, etc. Et Dieu sait que ça change à peu près tous les jours. Et je leur explique pourquoi l'open source est, selon nous et selon nos clients, la meilleure façon d'avancer sur ces sujets. J'espère vous donner des exemples. Et puis je travaille aussi beaucoup avec nos partenaires stratégiques. Vous verrez qu'on a des partenaires cloud, des partenaires hardware. Et donc je travaille pas mal avec eux sur les aspects produits, clients. Voilà. Et je voyage beaucoup. Aujourd'hui j'étais en France et voilà. C'était une très bonne occasion de venir vous voir. Donc oui. Est-ce que tu parles un peu plus fort ou prendre le micro? Ok, ouais, je vais approcher le micro. Ouais. Ok, moi je vais parler plus fort, non, ça va. Je voulais pas vous casser les oreilles, mais ok. Je vais monter le son. Alors j'ai essayé de ne pas mettre trop de slides, parce que je sais qu'on a envie de discuter de code, donc rassurez-vous, on va discuter de code, mais on a un public qui est un petit peu mixte ce soir, c'est très bien. Il y a certainement des gens pour qui c'est la première exposition à Hugging Face. D'ailleurs, pour qui c'est la première fois qu'on parle de Hugging Face? Bon, non, mais allez-y, c'est pas grave, moi il y a plein de trucs que je sais pas. Hein. Ok, ouais, soyez pas timide. Ok. Donc on va commencer par quelques infos en général sur pourquoi on en est là, quel est le rôle que joue Hugging Face, qu'est-ce qu'on fait. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure comment vous gagnez de l'argent. Ok, je peux répondre à ça aussi. C'est important de payer mes notes de frais. Et puis après, on zoomera un peu plus sur les grandes tendances actuelles, ce qui change en ce moment, en particulier tout ce qui est optimisation des modèles, accélération hardware, etc. Et je vous montrerai quelques démos qui sont assez sympas. Donc tout a commencé par sans doute une nuit sans lune en juin 2017 avec la publication de ce papier que bon. Forcément, tous les data scientists et tous les MLI de la salle ont lu, qui s'appelle Attention is all you need, et qui introduit une nouvelle architecture de réseau de neurones, donc une nouvelle architecture de deep learning qui s'appelle le transformer, et qui est basée sur un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'attention. Alors, on laissera l'explication du mécanisme d'attention au Meetup Machine Learning, puisque j'ai compris que vous faisiez de la théorie, donc très bien, mais blague à part, vous pouvez lire ce papier, il n'y a pas de problème, vous faites comme moi, vous lisez l'intro, la conclusion, les benchmarks, vous ignorez tous les maths qui sont au milieu, de toute façon vous leur faites confiance. Si le papier a été publié, c'est que les maths sont corrects. Et avec ça, c'est peut-être une hypothèse audacieuse parfois, mais voilà, ignorer les maths, ça sert à rien pour comprendre en quoi ce truc est révolutionnaire. Bref, il est révolutionnaire, ce nouveau mécanisme d'attention, et pratiquement overnight, en bon français, il met à la retraite toutes les autres architectures de deep learning. Et de fait, en l'espace de 4-5 ans, quand on dit IA aujourd'hui, en gros, on veut dire transformers, hein, je décode, et quand on dit deep learning, on dit aussi transformers. Et il reste très très peu de cas d'usage deep learning où les transformers ne se sont pas imposés. Alors, ceci dit, il en reste, en particulier sur tout ce qui est vision artificielle, en environnement embarqué, où là on a des modèles qui s'appellent les CNN, qui sont très optimisés, qui sont petits et qui marchent bien dans des environnements contraints. Tout ce qui est traitement du langage naturel, très sincèrement, aujourd'hui on parle de transformers et les LSTM, les RNN, ils sont dans 95% des cas, peut-être même plus, ils sont partis à la casse. Et ils ont été mis à la casse par tous ces modèles dont vous avez sans doute entendu parler, BART, les GPT, Bloom, Llama, Mistral, il y en a tous les jours. Et vraiment aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ça qui
c'est ça qui déclenche toute cette histoire en fait. Voilà. Oui, il y avait du deep learning. Depuis 2015, on commençait à faire du deep learning dans les entreprises, ça commençait à bouger. Et puis les Transformers ont vraiment remis un coup d'accélérateur sur tout ça parce que la qualité de ces modèles est vraiment extrêmement supérieure à tout ce qu'on avait avant. Alors quelques exemples qui datent maintenant, parce qu'effectivement depuis on va dire 2019-2020 on a ces modèles en production à l'échelle. Alors Google évidemment utilise depuis longtemps les Transformers pour le search. De manière générale, tous les utilisateurs traditionnels de machine learning, les banques, les assurances, life sciences, enfin tous les gens qui ont de la data, du budget et des équipes de machine learning les ont adoptés depuis longtemps. Voilà, Elon Musk manifestement s'en sert pour essayer de garder les Tesla sur la route. C'est une bonne chose. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui est rentré, où il y a une adoption de masse sur au moins la première génération de Transformers. Les modèles, les BERT, BART, Roberta et autres. Voilà, aujourd'hui, c'est business as usual, quoi. C'est un truc, si vous êtes dans une équipe de data science et de machine learning, probablement vous avez ces trucs en production, mais BERT, c'est le nouveau XGBoost, on va dire. C'est un peu l'idée. Bon, évidemment, ça continue à avancer vite, et aujourd'hui, on est passé sur l'IA générative. Alors, on a l'impression que l'IA générative remplace tout le reste et annule tout le reste. C'est pas vrai. J'ai plein d'exemples rigolos où des bons vieux BERT déchirent des modèles de 100 milliards de paramètres sur des tâches simples. Donc il faut garder la tête froide. Donc l'IA générative, ça n'est qu'une étape supplémentaire. Les Transformers d'origine étaient toujours intéressants et sont toujours intéressants. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que ces modèles se sont imposés, ils se sont imposés encore plus rapidement. Donc, tous ces exemples, maintenant, on les connaît, la génération de code, la génération d'images, Stable Diffusion, Adobe, Amazon.com. Alors, je pense que c'est qu'aux US pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu en dehors des US, mais qui a lancé des fonctionnalités de résumé, d'avis clients, de génération d'annonces pour les vendeurs, etc., basées sur des modèles génératifs, évidemment ChatGPT, et puis des entreprises plus classiques, Bloomberg, Salesforce et d'autres, qui commencent à entraîner des modèles et à les mettre à disposition de leurs clients. Voilà. Donc ça, ce qui est incroyable, c'est à quelle vitesse ces modèles-là aussi ont été adoptés. Alors, tout le monde ne va pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas les mêmes budgets, les mêmes intérêts, les mêmes équipes, etc. Mais voilà, on me demande est-ce que tout ça c'est du hype, du bullshit en partie, oui, je pourrais vous donner des bons exemples, j'en donnerai sûrement, j'arriverai pas à me retenir. Mais nous, on travaille avec des entreprises traditionnelles qui ne sont pas des GAFA, qui ne sont pas des géants de la tech, qui sont des bonnes vieilles entreprises traditionnelles, avec des bons business et qui déploient ces modèles en production aujourd'hui, qui les ont en production. Donc c'est réel, c'est pas un truc, c'est pas pour vendre du papier. Alors qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Donc Hugging Face, c'est une start-up créée par des Français en 2016, donc qui a itéré un peu comme toutes les start-up, et qui a vu sortir donc les premiers Transformers fin 2017, début 2018, et qui finalement s'est dit, un peu comme tout le monde, ils sont super ces modèles, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils sont difficiles à utiliser? Parce que quand on est dans des équipes à l'état de l'art chez Google, on a des cerveaux comme ça, on écrit des papiers de recherche avec plein d'équations, mais par contre on ne sait pas expliquer comment les modèles peuvent être utilisés, en particulier à des gens simples comme moi qui ont juste envie de faire 3 lignes de Python. Et le coup de génie des fondateurs de Hugging Face, c'est justement de se dire, vous savez quoi, on peut les utiliser en 3 lignes de Python et nous on va commencer à faire des librairies pour ça. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé, sur la volonté de simplifier. Alors, on avance de quelques années et on se retrouve avec Hugging Face qui héberge aujourd'hui, alors je sais pas, j'ai regardé tout à l'heure, 570 000 modèles préentraînés. Tous open source, tous contribués par la communauté. Alors la communauté, ça va de vous et moi. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont déjà poussé des modèles sur Hugging Face. Ouais, voilà, merci, continuez, très bien, vous voyez, c'est vraiment tout le monde. Et donc de développeurs, je dirais, individuels, jusqu'à effectivement Google, Meta, Microsoft et tous les autres qui contribuent aussi des modèles. Donc, on collectionne les modèles, on collectionne aussi les jeux de données, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, et on continue à bâtir des librairies open source pour travailler avec tout ça. Donc ça c'est très bien, l'open source c'est magnifique, ça reste le cœur de la boîte.
Maintenant, nos clients apprécient l'open source et ils ont aussi besoin d'aller en production. Et généralement, ça veut dire se déployer sur des clouds et se déployer sur une variété de plateformes hardware. Donc, on collabore aussi avec toutes ces entreprises-là. Et d'ailleurs, notre dernier tour de table fin août de l'année dernière a permis de faire rentrer tous ces gens-là au capital. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de startups, et certainement pas créées par des Français, qui ont cette liste-là d'actionnaires. Donc c'est assez rigolo, on est assez fiers de ça. Plus que la fierté que ça nous apporte, ça valide aussi le modèle de l'IA open source. D'autant plus que la plupart de ces boîtes-là font aussi des modèles fermés sur étagère auxquels on ne comprend rien. Voilà. Donc moi je trouve intéressant qu'ils aient envie aussi de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde de l'IA open source. Voilà. Et en tout cas, on est très content de les avoir et on est très content quand ils partagent des modèles. Ils devraient en partager plus d'ailleurs. Alors, la vision stratosphérique de Hugging Face. Donc, les personnes dans la salle qui connaissent déjà un peu Hugging Face, je pense, connaissent ça. Ça, c'est la vision que les gens ont d'habitude. Donc, les modèles et les datasets, donc 550 000, mais voilà, il faudrait que je le change parce que ça, c'était le chiffre il y a un mois, je pense. Donc, 570 000 modèles, 120 000 datasets. Disponible, téléchargeable en quelques secondes sur notre site qui s'appelle le Hub, donc huggingface.co. On a aussi une version pour les entreprises qui apporte davantage de sécurité, de contrôle, qui s'appelle le Hub Enterprise, voilà, qui est disponible. Donc ces modèles, on les combine avec nos librairies open source. La plus connue s'appelle Transformers. Pas besoin d'expliquer pourquoi. On a aussi une librairie qui s'appelle Diffusers pour les modèles type Stable Diffusion, génération d'images, de vidéos, etc. On a une librairie qui s'appelle Accelerate pour le training distribué. Bon, voilà, on en a toute une collection, je ne vais pas toutes les faire. Donc vous trouverez tout ça sur GitHub. En parallèle de ça, on a aussi créé nos propres services cloud. Donc on a un service qui s'appelle Spaces, que vous connaissez forcément, même si vous ne l'avez pas remarqué. Si vous avez joué avec des démos de modèles sur des pages web, vous avez joué avec Spaces. Okay. Toutes ces démos de modèles dans des pages web où on génère des images, où on fait je ne sais pas quoi, il y a toutes les chances que ça soit hébergé dans un space chez nous. Donc un space, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite application Python, ou généralement Python, qui est poussée dans un repo Git chez nous, ce qui déclenche automatiquement la construction d'un container, le lancement de l'appli, etc. Donc ça permet d'avoir ces applis ML, IA, voilà, disponibles pour tout le monde. Y compris de manière privée si on veut. Voilà. Donc il y a un niveau d'usage gratuit, il y a un niveau d'usage payant évidemment. On a un autre service qui s'appelle Inference Endpoints. Comme son nom l'indique, c'est un service de déploiement qui vous permet de prendre n'importe lequel de ces 500 et quelques mille modèles et de le déployer en un clic sur AWS ou sur Azure. Google devrait arriver. On a enfin signé le partenariat avec GCP il y a quelques semaines, donc laissez-nous le temps de le faire. Voilà, et c'est la façon la plus simple de déployer ces modèles. Bon, bien sûr, tout ça, c'est de l'open source, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez télécharger le modèle, faire un container avec les doigts et déployer sur votre cluster Kubernetes dans le placard, et ça marche aussi, il n'y a pas de raison. Okay. Bon, ouais, c'est pas mon choix numéro 1, mais c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est, on va dire, le cœur du truc. En parallèle de ça, on crée aussi des modèles. Donc, on a dans les 570 000 modèles, il n'y en a quasiment aucun qui est créé par nous, sauf quelques-uns. Voilà, donc on le fait quand on identifie un trou dans la raquette. En fait, quand on se dit tiens là, il n'y a pas de bon modèle qui fasse X, Y, Z. Peut-être on devrait le faire. Et ben on le fait. Donc on a fait Bloom, qui était un gros LLM concurrent de GPT-3. StarCoder, on a maintenant même fait StarCoder 2. Qui est un modèle de génération de code qui est d'ailleurs assez bon. Idfix qui est un modèle d'analyse de contenu visuel, etc. Voilà, on continuera sûrement à le faire, mais on ne se définit pas comme modèle builder. Voilà. Donc la question que vous allez me poser qui est, mais alors vous êtes un concurrent de Anthropic, OpenAI, etc. Non. Non. Voilà. Mistral non plus. Voilà. Mistral, c'est 5 modèles sur Hugging Face. Voilà. Bon, on aimerait qu'il y en ait plus, mais maintenant ils sont passés du côté obscur de la force. Alors. C'est décevant, je suis un peu triste. Mais on peut les ramener, c'est jamais perdu. On a aussi des applications, particulièrement Hugging Chat, donc qui est notre chat complètement open source. Vous pouvez le tester. Hugging.chat, ça doit marcher. Qui est basé sur les meilleurs modèles open source du moment. Donc si vous voulez tester Mixtral, si vous voulez tester les gros llamas, etc. Vous pouvez même choisir le modèle
avec lequel vous voulez chatter. La user interface est open source, tout le back-end est open source, et j'ai des clients en fait, qui m'ont même repris tous les morceaux et qui l'ont redéployé chez eux dans leur infra pour avoir un vrai bon chatbot complètement privé sans envoyer les comptes rendus de réunion confidentiels aux gars de la côte ouest. On a des partenariats cloud, donc là l'idée évidemment c'est d'intégrer nos outils dans des plateformes cloud pour que si vous êtes client AWS, Microsoft, etc., vous puissiez le plus simplement possible entraîner et déployer les modèles sans réinventer la roue. Et on a aussi, comme je disais, des partenaires hardware, puisque le but du jeu pour nous c'est que vous ayez la meilleure performance possible, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, aussi bien en termes d'entraînement que d'inférence. Okay, donc on bosse avec tous ces gens-là. Et spécifiquement pour le hardware, donc on a une famille de librairies qui s'appelle Optimum, qui est déclinée par partenaire et qui va vous permettre d'accélérer sur telle ou telle plateforme. Je vous montrerai ce qu'on fait sur CPU dans quelques minutes. Donc voilà un peu le tableau de famille. Et last but not least, comme on dit en bon français, on fait aussi du conseil et du service pour les entreprises. On a un programme qui s'appelle l'EAP. Donc voilà, ça peut intéresser. J'en parlerai pas spécialement ce soir, mais si vous avez envie de bosser directement avec nous sur des projets d'IA open source et de faire en sorte d'arriver vite et bien en production, mais on peut vous aider et on le fait au quotidien. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Hugging Face, voilà un peu le Hello World. Donc là c'est un exemple de classification de texte qui va illustrer un petit peu ce que j'ai raconté. Donc on utilise la librairie Transformers, on prend un objet qui s'appelle le pipeline, qui est l'outil haut niveau de prédiction. On applique ce pipeline à une tâche qui s'appelle Zero Shot Classification. Bon, c'est la classification de texte, avec des labels arbitrairement choisis. Le modèle, on met le nom du modèle sur le hub. Donc ici c'est un modèle qui s'appelle Facebook, BART, Large. Donc Facebook, ok. BART c'est l'architecture du modèle, Large, c'est la grande taille. Et MNLE, c'est le dataset sur lequel il a été déjà entraîné. Bon, il y a un dataset anglais, peu importe. Bon, je prends un bout de texte sur Wikipédia et je l'applique à quelques labels arbitraires. Je passe les labels et la phrase au pipeline et instantanément, on me dit que ce texte, il parle plutôt de finance, un petit peu de science et pas trop du reste. Voilà. Donc si vous avez besoin juste de prédire avec des modèles Hugging Face, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et c'est vite vu. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que fait ce modèle en détail, vous n'avez pas besoin de comprendre que c'est un modèle PyTorch et vous n'avez pas besoin d'apprendre PyTorch. Ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Okay. Tout ce que vous avez besoin de faire, pour être très concret, comment je suis arrivé sur ce modèle, parce qu'il faut quand même préciser ça. Ça va, c'est assez grand, ça a l'air grand. Donc voilà le hub, 570 000, tiens je vais recharger la page. Alors 297, paf, 323, ça n'arrête jamais. Donc, ici, vous avez donc les modèles, les datasets. Si vous cherchez donc un modèle de... alors tiens, on ne va pas faire classification, on va faire voilà, résumé. Voilà, donc vous voyez toutes les tâches. Hein. Donc on a voilà, computer vision, NLP, audio, commencer à avoir du reinforcement learning, le multimodal, etc. Donc je dis OK, bon voilà. Donc j'ai choisi quoi? J'ai choisi summarization. J'ai envie d'avoir un modèle PyTorch parce que c'est mieux. J'ai envie qu'il parle quoi? J'ai envie qu'il parle anglais. Voilà. Et j'ai envie qu'il ait une licence sympa, genre Apache ou MIT, comme ça je peux l'utiliser commercialement. Voilà. Alors Apache. MIT c'est mieux? Il y en a plus? Non. Bon, allez, on va rester sur cela. Voilà. Ok. Donc là, en 5 secondes, j'ai une shortlist de modèles. Alors effectivement, je tombe sur mon Facebook BART Large. Alors là, c'est CNN parce qu'il a été entraîné sur... D'ailleurs, on pourrait cliquer là-dessus. Voilà. BART model pre-trained on English language, fine-tuned on CNN Daily Mail. Donc ça, c'est des news. Voilà. On pourrait le tester directement là. On a ce petit widget qui nous permet de tester le modèle. On a ce qu'on appelle ici la modèle card qui décrit le modèle, qui vous donne généralement un exemple d'utilisation. S'il y a un article de recherche, vous avez le lien. Vous avez un lien sur le dataset qui a été utilisé pour entraîner le modèle. Voilà, donc le dataset il est là, vous pouvez l'inspecter. Vous avez la liste des spaces ou spaces qui sont basés sur ce modèle. Donc voilà, vous pouvez ouvrir un space ici. Alors celui-là il est cassé, bien sûr. Ah oui, ça c'est les trucs de la communauté, ça on les maîtrise pas tous. Allez, on va essayer un deuxième. Allez, on va faire confiance à celui-là.
Voilà, celui-là a l'air pas mal, donc vous voyez, on pourrait le tester, taper du texte, etc. Jouer avec les spaces, d'ailleurs, c'est un bon moyen de trouver des idées d'application. Je vous le conseille. Vous pouvez perdre votre journée. Là, on a les métriques. Donc, si le modèle a été formellement évalué sur différents datasets, bah, vous avez les métriques qui correspondent, etc., etc. Voilà. Ok. Donc voilà comment tout le monde fait. Voilà comment je fais pour chercher des modèles et commencer à expérimenter. Et oui, et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Ou pas, je sais plus. Tout ça, c'est des Git. Donc, vous pouvez soit télécharger le modèle ici, voilà, Using Transformers. Là, vous avez le code pour le charger directement. Ou alors, vous clonez ça directement. Voilà, si vous voulez travailler avec le modèle localement, vous le clonez, vous avez les fichiers qui sont là, et vous pourrez le charger localement avec la librairie Transformers. Voilà, donc c'est vraiment bon, c'est pas du machine learning à ce stade, hein, c'est vraiment là, on est dans le Python tellement simple que même moi j'y arrive. Si vous êtes complètement vraiment nouveau et vous voulez commencer à apprendre, voilà les URL. Okay, vous aurez les slides, donc pas d'inquiétude. Ok. Alors, si on pourrait se dire oui, d'accord, mais ça c'est un modèle super simple. Et si on prend des modèles plus compliqués, si on prend Stable Diffusion Excel, voilà, qui est quand même d'un autre gabarit, on va dire, d'une autre complexité, bah, c'est la même chose en fait. Bon, cette fois on travaille avec la librairie Diffusers, mais on fait la même chose. On crée un pipeline, on charge un modèle de Stability AI, on le prompte, on sauve l'image, terminé. Est-ce que vous avez besoin de comprendre Stable Diffusion? Non. Est-ce que vous avez besoin de comprendre PyTorch? Non. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et vous exécutez ça dans n'importe quel environnement chez vous. Voilà. Donc ça, c'est la simplicité qui nous tient à cœur. Après l'open source, c'est vraiment le côté état de l'art, c'est le troisième pilier, quoi. Vraiment, on veut garder ces trois trucs-là. On veut garder le côté open source, on veut garder le côté les meilleurs modèles sont disponibles, tous, et on veut que ça reste simple. Voilà. C'est la combinaison des trois qui fait, à notre avis, la puissance de notre offre. Alors, ces modèles open source, ils ont plein d'avantages. Il y en a qui sont assez évidents, je vais passer assez vite. Voilà, vous l'avez vu, ils sont accessibles. N'importe qui ici peut les télécharger, les tester en quelques secondes. Voilà. Ils sont bien documentés. Vous savez ce qu'est le modèle. Le modèle, on le charge dans nos librairies. Donc, ça suppose qu'on connaisse son architecture. Donc, si vous chargez un Stable Diffusion, si vous chargez un BART, si vous chargez un Llama, bah, c'est exactement ça que vous chargez. D'accord ? Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez lire le code de la librairie et vérifier que le modèle, c'est bien un modèle Llama. L'architecture est connue, les poids, donc les paramètres du modèle sont connus. Dans certains cas, alors on essaie de donner l'exemple, c'est pas assez suivi, mais vous avez aussi l'accès aux données qui ont servi à entraîner le modèle. Voilà. Et puis vous avez le papier de recherche, etc. Donc voilà, c'est pas black box, c'est pas une API et puis derrière, voilà, vous savez avec quoi vous travaillez. Par conséquent, vous pouvez les déployer où vous voulez chez vous. Donc il n'y a pas d'appel extérieur à des API tierces. Vos datas sortiront jamais de votre contrôle administratif. Si vous réentraînez ou alignez le modèle, comme on a vu tout à l'heure, le modèle devient votre modèle, vous le déployez chez vous, personne d'autre ne le voit. Voilà, donc, et personne ne voit vos datasets d'alignement ou d'entraînement. Okay, vous restez complètement privé, ce qui est essentiel. Bon, je ne vais pas répéter qu'on a 570 000 modèles, vous avez compris, mais ça vous laisse le choix. Ça vous laisse le choix de changer quand vous avez envie de changer. Et vous n'êtes pas soumis à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un sur la côte ouest qui décide de déployer une mise à jour du modèle à 2 h du matin, heure française, et qui va casser tous vos prompts et qui va vous garantir une assez mauvaise journée le lendemain. Exemple vécu. La flexibilité, donc c'est de l'open source, vous avez le choix, vous pouvez tout. Si vous aimez réinventer la roue, vous avez besoin de réinventer la roue, bah faites ça. Si vous voulez des services cloud managés, ils sont aussi disponibles. Si vous voulez faire des containers, c'est possible. Si vous voulez faire des VM, c'est possible. Si vous voulez faire ce que vous voulez, c'est possible. L'optimisation de coûts, parce que comme vous avez le choix du modèle et comme vous avez le choix de l'infrastructure, vous pouvez trouver le sweet spot. Voilà, soit un très gros modèle qui coûte très cher parce que vous avez besoin d'avoir un truc ultra pointu et vous avez quand même un ROI sur ça, ou alors au contraire un petit modèle vraiment aligné sur une tâche très fine parce que il faut vraiment être hyper frugal et hyper efficace. Voilà, vous avez le choix des armes, ce que vous n'avez pas avec des API externes. Et la qualité du modèle,
Ça, on le voit vraiment tous les jours avec les clients, c'est que un petit modèle de bonne qualité, entraîné sur des données de bonne qualité, faut que j'enlève almost, je le laisse par humilité sincèrement, mais va toujours surperformer un gros modèle généraliste. Voilà. 99% des clients qui nous contactent, ils nous disent j'ai fait un POC avec, disons, OpenAI, mais il n'y a pas que. On est à peu près content du truc, on a à peu près validé la user experience. Par contre, dès qu'on pousse les questions sur notre domaine métier, on a des problèmes et les coûts, ça ne marche pas du tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux derniers points, l'optimisation du coût et la capacité à vraiment concentrer le modèle sur un domaine précis, ce qui est le cas des entreprises. Moi, je ne connais pas d'entreprises qui veulent écrire des poésies, des recettes de cuisine ou répondre à des questions d'astronomie, ça n'existe pas. Si vous faites un chatbot bancaire, il doit répondre à j'ai perdu ma carte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je suis à découvert, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et pas autre chose. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire avec un petit modèle qu'on réentraîne, plutôt qu'avec un énorme modèle sur lequel effectivement on essaie d'écrire des prompts de 3 pages de long pour penser à tous les cas et éviter que le modèle se mette à parler de la Deuxième Guerre mondiale ou de trucs assez déplaisants. Alors, évidemment, tout ça c'est bien, mais comment on choisit les modèles? Alors je vous ai montré, on peut filtrer un peu les modèles sur le hub. Maintenant, quand on se concentre un peu sur les LLM, tout ça bouge à une telle vitesse qu'on a décidé de faire ce fameux leaderboard que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est un classement remis à jour en permanence des LLM sur un ensemble de benchmarks communément acceptés. Et donc, vous pouvez filtrer les modèles sur les benchmarks, sur la taille des modèles, etc. etc. Et voilà, ça permet de répondre à ce genre de questions. Montre-moi des modèles pré-entraînés uniquement, pas des modèles fine-tunés, qui font moins de 7 milliards de paramètres et qui fonctionnent en 16 bits. Voilà. Et donc, à l'instant où j'ai fait ça, c'est-à-dire le 20 mars, le meilleur modèle, c'était Google Gemma 7 milliards. Voilà. Alors, si on refaisait le test là maintenant, 8 jours après, je ne sais même pas si c'est encore Google, si c'est Gemma qui est en tête, mais je vous garantis qu'attendez 15 jours et il y en aura un autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil important pour voir quels sont les meilleurs modèles à l'instant T sur des tailles de modèles et des benchmarks bien définis. Après, il y a l'aspect vraiment performance technique, c'est-à-dire à quelle vitesse va le modèle, combien de RAM il faut pour faire tourner le modèle, etc., etc. Et donc on a aussi un leaderboard sur ces aspects techniques, la latence, la latence versus le score versus la consommation mémoire. Et donc avec ça, une fois de plus, vous pouvez vous dire, voilà, moi mon projet, il faut que si j'ai pas 50 tokens par seconde, ça va pas. J'ai pas des gros GPU, donc il faut que ça tienne dans 24 Go de RAM GPU, etc. Bon, quel est le meilleur modèle que je peux trouver qui rentre là-dedans, ou les meilleurs modèles, bon, et puis après les identifier, commencer à les tester. Voilà. Et puis on a aussi un leaderboard pour les embeddings, voilà, qui permet de voir quels sont les meilleurs modèles pour encoder vos données pour différentes applications. Voilà. Le meilleur modèle OpenAI, il est numéro 9. Donc si c'est celui que vous utilisez aujourd'hui, il faudra regarder les 8 autres. Quelque chose me dit qu'ils marchent mieux et qui sont peut-être même beaucoup moins chers. Alors toutes ces discussions de modèles, c'est très bien, mais en fait, fondamentalement, on s'en fout. Voilà. C'est pas très important les modèles. C'est ce que je passe ma vie à expliquer aux clients, c'est qu'on est obsédé par les modèles et il faudrait être obsédé par les datas. Le premier truc que je veux vraiment que vous gardiez en tête, c'est que si vous utilisez des modèles qui sont trop gros, vous passez votre temps vous perdez votre temps et vous brûlez votre budget. Je prends l'analogie, c'est comme si vous aviez une voiture V12 pour conduire les gamins à l'école ou aller acheter le pain. Alors oui, on peut, mais bon, pour y aller à pied ou à vélo avec une petite voiture, ça ferait la même chose et ça serait beaucoup plus efficace. Et je vois encore des clients qui disent on va prendre un modèle 70 milliards de paramètres parce qu'il paraît que c'est mieux. Il paraît que c'est mieux, pourquoi? Moi, j'en sais rien. Vous voulez faire quoi, monsieur le client? Et cette question-là, elle est centrale, quoi. De se dire quel est le cas d'usage, qu'est-ce qu'on essaie de faire,
Est-ce qu'on a besoin d'une adaptation au domaine? Oui, non. De combien de latence, de débit on a besoin, etc., etc., etc. Donc, il n'y a vraiment pas de best model, ça n'existe pas. Ça, il faut le combattre, voilà. The best model, alors sur des benchmarks, oui, on peut dire ok, sur les benchmarks machin, là, le leaderboard, on peut dire oui, c'est le meilleur. Maintenant, dans votre cas d'usage PME ou enterprise, est-ce que c'est le meilleur? Moi, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Je suis capable de vous dire que si vous testez ces 5-là, il y a des chances qu'ils marchent mieux que les 5 d'après, mais je ne suis pas capable de vous dire lequel des 5 va marcher le mieux. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez le déterminer en testant sur vos données et en faisant votre analyse de coût, votre analyse de perf. D'accord? Donc les trucs sur étagère, c'est bien, c'est la solution par défaut, quoi. Voilà. Bon. C'est comme McDo, hein. On y va, c'est bien, c'est bon, mais 5 minutes après on a faim, quoi. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Donc la bonne solution, à notre sens, c'est d'avoir des modèles qui sont de la bonne taille. Et la bonne taille, ça je peux répondre à ce que c'est que la bonne taille, c'est la plus petite taille possible qui vous donne la performance métier que vous attendez. Pourquoi? Parce que la plus petite taille possible, c'est celle qui va aussi vous coûter le moins cher en termes d'hébergement, et en particulier de coût d'inférence. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir un retour sur investissement beaucoup plus vite. Voilà. Et ça peut vraiment, on peut parler, voilà, ça peut, entre un modèle de 7 milliards et un modèle de 70 milliards, bon, c'est pas forcément 10 fois plus cher, mais il y a vraiment des facteurs importants. Et donc, si vous right-sizez les modèles, ils vont tourner plus vite, ça a que des avantages et ils vont vous coûter moins cher. Ce qui veut dire que si 3 mois après, vous allez voir le leaderboard et il y a un autre modèle qui met 5% de performance dans la vue à celui que vous avez en production, bah, vous pouvez vous dire, bon, est-ce qu'on a déjà notre ROI sur le modèle précédent? Oui, ok, donc on peut le jeter et le remplacer. Il est amorti. Ce projet-là est amorti et on peut upgrader le modèle et rester proche de l'état de l'art. Si le ROI il arrive dans 24 mois, et que vous avez dépensé 200 000 $ sur ce modèle, c'est une discussion difficile de le jeter à la poubelle et de redépenser 200 000 $. Vous allez me dire peut-être la deuxième fois vous avez compris votre erreur et vous n'allez pas refaire 200 000 $. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Plus vous êtes malin, plus vous êtes right-sizé, mieux c'est. Donc plutôt que de dépenser trop de temps et trop d'énergie sur les modèles, vous prenez les meilleurs du moment, les plus petits possibles, et vous passez du temps à construire des datasets de bonne qualité avec des données, si possible, que personne d'autre n'a. Parce que si vous construisez les datasets qu'il y a déjà sur le hub, vous perdez votre temps. Il y en a 120 000, jetez un œil. Mais si vous avez des données propriétaires sur les 20 dernières années, etc., dans votre industrie, il y a des chances que ça ait une grande valeur. Et c'est en les appliquant à des bons modèles que vous allez avoir de la perf. Vous pouvez prendre le plus gros modèle du monde, voilà, il n'a pas été entraîné sur les données de votre boîte. Donc, assez vite, il va être mis en défaut, il va halluciner. Voilà. C'est comme on les a codés pour être bavards, quand ils savent pas, ils n'arrivent pas à dire qu'ils ne savent pas généralement, donc ils vont continuer à inventer des âneries. D'accord? Et ça, c'est le problème. Alors que si vous prenez des petits modèles que vous alignez, que vous entraînez sur vos données, bon, déjà, ils sont plus petits, donc ils savent moins de choses, ils vont moins raconter de bêtises, et comme vous les avez focusés, concentrés sur vos données, ils vont être plus pertinents. Et puis ces datasets-là, ils vont vivre longtemps. Les modèles d'il y a un an, plus personne ne les utilise. Le meilleur modèle, il y a un an, on va dire, c'était Llama 2 à peu près. Bon, Llama 2, 7 milliards. Il y a au moins 3 ou 4 modèles, si ce n'est pas 7 ou 8, qui l'ont dépassé depuis. Donc si vous avez Llama 2, 7 milliards en production, vous êtes massivement loin de l'état de l'art. Okay? Par contre, si vous avez des datasets d'il y a 10 ans, ou si vous construisez des datasets maintenant, il y a des gens qui les utiliseront encore dans 10 ans. Et donc cet effort-là, c'est un effort sur le long terme, c'est pas facile de faire des datasets, mais ça payera des dividendes pendant longtemps. Les modèles, c'est du jetable. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête. Alors ça, c'est difficile. Pour les gens qui sont côté applicatif ou qui sont data engineers, ça, ils comprennent bien. Les data scientists, ils ont plus de mal. Mais les modèles n'ont pas d'importance. Voilà, donc ne tombez pas amoureux des modèles. En plus, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile ici parce que c'est probablement pas les vôtres. Voilà. Le modèle scikit-learn que vous aviez codé avec amour pendant 2 ans, c'est difficile de le jeter. Bon, là, qu'est-ce que vous avez fait honnêtement? Vous l'avez téléchargé sur Hugging Face, ok. Alors vous l'avez peut-être fine-tuné un peu, bon, mais enfin honnêtement, vous avez sûrement utilisé nos scripts, donc vous n'avez pas passé des tonnes et des tonnes de temps là-dessus, il n'y a pas d'affect. Il y en a un meilleur, jetez-le. Par contre, aimez vos datasets. Voilà.
Et le meilleur job aujourd'hui dans cette industrie-là, les deux meilleurs jobs, c'est Data Engineer et MLOps Engineer, et vous allez comprendre pourquoi. Le rôle du Data Scientist dans tout ça, il mérite d'être revisité. Alors, quelques considérations, puis après on regardera un peu de démo. Donc, qu'est-ce qu'on voit nos clients faire? J'essaie de synthétiser un peu. Alors, si on s'était vu il y a un an, je vous aurais dit fine-tuning, 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 c'est la solution. Bon. Depuis, il y a une autre technique qui s'appelle Retrieval Augmented Generation, ou RAG. Si vous voulez avoir l'air intelligent, il faut dire RAG. Et donc, en deux mots, cette technique-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'appuie au moment de l'inférence, elle utilise la requête, donc le prompt, elle utilise la question de l'utilisateur pour aller chercher dans un data store du contenu pertinent. Pertinent au sens sémantique. Voilà. Et c'est là que les modèles d'embedding sont importants, parce qu'évidemment, on va embedder la requête, embedder le contenu et aller chercher les embeddings du contenu qui sont proches des embeddings de la requête. Je vais très très vite. Bon. Mais voilà. Et cette technique-là, elle marche bien. Elle est plus facile à faire que du fine-tuning. Elle est beaucoup moins coûteuse aussi, ou elle l'a été. Mais elle a une conséquence que tout le monde ne mesure pas. C'est que maintenant, les compétences qui vont sortir, pardon, pas les compétences, les connaissances qui vont sortir dans la génération, elles ne viennent pas du modèle. À 90%, je ne sais pas, c'est un chiffre que je donne comme ça, elles viennent de votre data store. Elles viennent de vos 10 000 PDF que vous avez découpés, encodés, et puis des 10 morceaux bien pertinemment choisis que vous avez sélectionnés au moment de la requête et que vous avez ingéré, injecté dans la génération. Donc, pourtant, tout le monde comprend RAG, mais les gens disent « Ah oui, c'est vrai, finalement, le modèle, à quoi il sert ?» Ben, moi, je vais vous dire à quoi il sert. C'est un Writing Assistant. Le modèle, en gros, un prompt RAG, c'est en tant que gentil assistant, je sais pas, en tant que gentil support client, merci de répondre poliment à la question suivante. Alors là, il y a la question du client. En utilisant les informations contenues dans les documents suivants. Et les documents suivants, c'est les chunks, là, les morceaux de connaissances qui viennent de votre data store. Et donc finalement, vous dites au modèle, mais écris-moi une histoire avec tout ça, quoi. Alors, si le modèle comprend un peu le domaine, c'est mieux. Il va éviter de dire des âneries. Mais la donnée fraîche, ultra pertinente, c'est pas lui qui va la générer. Elle vient d'ailleurs. Donc, si on est d'accord avec ça, on va se dire, bon, du coup, si on n'a pas vraiment besoin des connaissances du modèle, pourquoi on continue à faire des gros modèles? Pourquoi on fait des RAG avec des 13 milliards, des 70 milliards, et puis des GPT à 38 trillions de je sais pas quoi? Je vous pose la question. La majorité des clients avec lesquels on travaille, ils utilisent 7 milliards et là ils commencent à comprendre ça et ils se disent que des modèles comme Phi 2, qui est un modèle de Microsoft, comme quoi, vous voyez, je peux dire du bien d'eux, ça arrive, 2,7 milliards, il est excellent. Je vais vous le montrer en action dans 2 minutes. Et puis il y a un Tiny Llama qui fait 1,1 et qui est pas mal non plus. Parce que tout ce qu'on lui demande, c'est de raconter une histoire dans la langue de choix. Alors, quand c'est en anglais, c'est toujours un peu plus simple parce que le support est meilleur. Mais fondamentalement, il n'y a pas besoin d'avoir des modèles entraînés pendant des siècles et des siècles sur des recettes de cuisine et des poésies. Si vraiment c'est votre truc, les recettes de cuisine et les poésies, elles sont dans votre RAG. Voilà. Ah, alors là, je vais être désagréable. Alors, les histoires de contexte, 100 000 tokens, 500 000 tokens, 1 million de tokens, qui dit mieux? Les influenceurs LinkedIn, là, vous voyez tous de qui je parle. Je me mords les doigts, les joues, tout, pour jamais leur répondre, parce que j'ai pas que ça à faire, mais je meurs d'envie. C'est d'une stupidité sans nom, j'ai envie de pleurer, vraiment j'ai envie de pleurer. Germinal, bon, on l'a tous lu en 4e ou en 3e, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont souffert, peu importe. Non mais je viens du Nord, ça me parle. Germinal, 143 000 mots. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous... 104 contextes, bon, c'est 104 tokens, alors c'est pas tout à fait 100 000 mots, c'est peut-être 80 000 mots, 70 000 mots, allez. C'est la moitié de Germinal. Voilà. L'étranger de Camus, je regardais tout à l'heure, c'était 43 000 mots. Voyez. Donc vous imaginez, vous passez un roman de, je sais pas, 200, 300 pages, et vous posez une question. C'est ça, travailler avec des contextes de 100 000. C'est quoi le cas d'usage? Je l'attends toujours.
Alors on va me dire, oui, mais de temps en temps, on a des documents, ils ne sont pas dans le RAG, et puis peut-être que j'ai envie d'avoir un résumé de Germinal. Ouais, ok, bon, peut-être il est sur Wikipédia, les gars, quoi. Hein? Donc ça n'a aucun sens. Aucun des clients avec lesquels on travaille ne fera ça. Et ce qui me fait marrer avec ces influenceurs, c'est qu'ils mettent les gros chiffres, je pense qu'ils ne réfléchissent pas toujours à ce qu'ils écrivent, et puis ils ne mettent jamais la latence, donc combien de temps prend la requête, et combien elle coûte. Voilà. Sur Gemini, là, bon, quand ils auront fini de générer des nazis noirs et des bon bref, sur l'alignement, tu vois, voilà, l'alignement mal fait. Je me parle parce que j'ai pensé à ça quand on a parlé. L'alignement, c'est génial. L'alignement mal fait avec de l'idéologie et de la politique, ça donne des nazis noirs. Voilà. Bon, donc, il ne faut pas faire de politique quand on fait des modèles, c'est mieux. Ça partait sûrement d'une bonne intention, on va dire ça. Mais voilà, une requête comme ça, avec 100K tokens, ça va être des minutes d'exécution et ça va probablement vous coûter entre 5 et 10 $ à chaque fois, au minimum. Bon, donc ça n'a pas de sens. Donc vous ne faites pas avoir. L'étape d'après, c'est customiser les modèles. D'accord ? Et généralement, les clients commencent par le RAG. Il y en a qui s'arrêtent là, ça leur suffit. Et puis après, ils se disent, ouais, mais j'aimerais quand même que le modèle, il comprenne un peu mieux, je sais pas, mes policies ou mes noms de produits ou je sais pas quoi. Il manque des entités là, il manque des trucs, donc je veux quand même l'entraîner. Alors pendant longtemps, j'aurais dit fine-tuning, 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 et je vous aurais dit fine-tuner un modèle de 7, 13 milliards de paramètres. 20 000, 50 000 $. Bon, ça faisait reculer beaucoup de monde. Maintenant, je vous dirais 20 à 50 $. Voilà, et je peux le prouver. Donc le coût a absolument été divisé par 1000. Alors, il y a des techniques qui s'appellent LoRa, QLoRa, etc., qui rentrent dans la grande famille des techniques qu'on appelle PEFT. Alors, je suis désolé pour le jargon, Parameter Efficient Fine Tuning, où en fait, parce qu'on est malin, on ne fine-tune qu'un millième du modèle. Et on s'approche des performances d'un fine-tuning complet. On n'en est pas tout à fait là, mais on s'approche. Mais surtout, au lieu de le faire à 20 000 ou 50 000 $, on le fait à 20 $ ou 50 $. Et on peut le faire sur des petits GPU qui sont disponibles partout. Et on n'a pas besoin d'aller pleurer pour avoir des H100 et vendre ses enfants, quoi. Alors, vous avez peut-être vu, il y a aussi un truc qui est populaire en ce moment qui s'appelle le model merging, où là, on ne fait plus du tout de fine-tuning, on fait de la cuisine. Hein. On prend des modèles et puis on fait la moyenne. Hein, on fait une moyenne arithmétique des poids, ça c'est amusant. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez voir. Bon, c'est amusant, je ne conseillerais pas ça à un client aujourd'hui. Alors l'avantage, c'est là, le coût de compute, c'est 0. Donc il n'y a plus de coût de fine-tuning du tout. Bon, mais c'est encore un petit peu expérimental. Moi, j'y crois à ce truc-là. Mais bon, il faudra de l'outillage un peu plus solide que ce qu'on a. Troisième truc, et là on est à plein dedans en ce moment là, depuis 6 mois, c'est l'année 2023, c'était l'année d'époque, et 2024, c'est l'année de la production. Alors évidemment, il y a plein de POC qui meurent et qui n'arrivent pas en production, ça c'est normal, parfois il y a des bonnes raisons, mais il y en a aussi pas mal de mauvaises. La numéro 1, j'ai dit tout à l'heure, c'est le coût. Voilà, c'est que tout le monde s'est dit, ah ouais, mais c'est pas cher, OpenAI c'est 0,000 par token. Oui. Et puis après, on fait du RAG. Et puis après, on a des prompts de 8000 tokens. Et puis en fait, on fait 2-3 allers-retours avec le modèle. Et puis chaque interaction, elle coûte 50 centimes, 75 centimes, $1. Donc oui, quand on l'ouvre à 1000 personnes dans la boîte, bah, ça fait 1000 $ par jour. Et puis ça fait vite 50 000 $ par mois. Et il n'y a pas beaucoup de cas d'usage qui ont ce genre de ROI. Et alors il fallait y penser avant. Bon, alors maintenant, on y pense, très bien. Donc il faut absolument se concentrer sur le coût performance, pas juste la performance. Ça ne sert à rien d'avoir un chatbot qui génère comme ça, là, qui vous génère 10 000 tokens à la vitesse de la lumière, parce que personne ne peut lire à cette vitesse-là. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut que ça aille assez vite, mais il y a un moment où trop vite, c'est trop cher et ça n'a pas de sens. Donc pour chaque projet, quelle est la latence acceptable, quel est le budget latence, comme je l'appelle, quel est le débit que vous attendez, ça dépend de vos nombres d'utilisateurs, etc., de votre infra. Et quel est le ROI, voilà. Donc combien vous pouvez dépenser, combien vous voulez économiser, combien vous voulez gagner, à vous de voir. Et cette analyse-là, elle se fait par projet. Il n'y a pas de solution magique. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ah, et mon préféré, et puis après on va enchaîner sur les démos,
C'est si on peut aussi, dans la série des obsessions, si on pouvait arrêter avec les GPU Nvidia, je pense qu'on se rendrait tous assez bien service. Alors, je vous informe qu'il y a des concurrents, hein. C'est mon rôle. Il y en a un qui s'appelle AMD, qui est en train de sortir là tout de suite, depuis quelques semaines, un GPU qui s'appelle le MI300, qui commence à être disponible chez des fournisseurs cloud aux US, qui va arriver sur tous nos clouds préférés et j'espère en boutique un jour, et qui est extra. Donc nous on bosse avec AMD, on le teste, ça marche parfaitement bien, donc n'hésitez pas. J'espère qu'ils vont les sortir à des prix compétitifs, parce que les perfs sont certainement compétitifs, donc si en plus les prix le sont, c'est intéressant. Et puis pour ceux qui sont dans le cloud, donc sur AWS, Google, etc., il y a les accélérateurs custom faits par ces clouds-là, et je vais vous montrer un ou deux exemples. Et ils sont de manière générale tous meilleurs en coût performance que les GPU Nvidia. Si vous m'avez écouté un petit peu et que vous essayez des petits modèles, vous allez vous rendre compte que des petits modèles marchent très bien sur les plus petits GPU, ce qui n'est pas le moindre de leurs avantages. En particulier, le A10G, ça correspond aux instances G5 sur AWS, je suis moins sûr sur les autres clouds. Le A10G est un très bon choix pour des modèles 7 milliards et moins. Voilà, ça marche très bien, ils sont disponibles en quantité, ils sont pas chers, c'est facile à scaler, donc vous ne ruez pas sur les A100 et encore moins les H100. Si vous travaillez avec des petits modèles, vous pouvez commencer à une échelle raisonnable avec des petits GPU. Et puis, mon sujet favori, l'inférence sur CPU, qui n'est pas du tout une hérésie. Moi j'ai des clients qui font à l'échelle de l'inférence sur CPU. Alors sur des modèles un peu anciens type BERT, etc., ça marchait déjà très bien, mais maintenant on commence à voir même des LLM qui tournent bien sur des CPU Intel, des CPU AMD, puis je pense que vous avez tous vu les démos sur les Mac M2, M3, bon, c'est pas les mêmes gammes de prix, et on ne travaille pas encore avec Apple, ça viendra sûrement un jour. Mais voilà, ça c'est vraiment une tendance importante, et évidemment le fait de tourner localement, ça n'a que des avantages. Parce que là, il n'y a plus d'infra centralisé, il n'y a plus de cloud, la privacy, elle est totale. Voilà, le coût, c'est le coût de votre machine. Bon, donc, et il n'y a plus de latence réseau. Voilà. Vous pouvez faire de la génération de code dans l'avion, dans le Paris-Nantes sans le Wi-Fi de la SNCF, qui est une escroquerie, etc., etc. Ça n'a que des avantages. Alors, je vais zoomer, j'ai choisi là, ce soir de zoomer un peu, pour les démos, de zoomer un peu justement sur ça, le coût performance, parce que j'ai l'impression que c'est le truc douloureux pour tout le monde. Je vois tous ces POC là qui tombent en miettes, qu'on jette à la poubelle parce qu'on n'a pas pensé à ça. Donc bon, alors il y a plein de façons d'attaquer ce problème, et il faut certainement l'attaquer sous tous les angles. Bon. Donc j'ai des heures de deep dive sur tous ces sujets sur ma chaîne YouTube. J'ai choisi de zoomer, donc pas sur les couches d'attention, mais de zoomer un petit peu sur l'accélération hardware et la quantisation, voilà, qui sont à mon avis les trucs les plus immédiats, qui vont le mieux généraliser à tous vos projets. Alors, déjà il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a PyTorch 2 qui est sorti il y a un petit moment maintenant, et dans PyTorch 2, il y a un truc magnifique qui s'appelle Torch Compile. Ah oui, j'en profite, j'ouvre une parenthèse. Ce matin, quelqu'un m'a dit « mais tu parles jamais de TensorFlow ». Alors, c'est pas ma faute. Si on regarde les 100 modèles les plus populaires sur GingFace, je pense que c'est tous des modèles PyTorch. Donc, voilà. S'il y a des fans de TensorFlow frustrés dans la salle, plaignez-vous aux créateurs de modèles. J'ai bien peur que même Google fasse des modèles PyTorch maintenant. Donc, bon, voilà. Donc c'est bon, on n'a rien contre TensorFlow, je tenais à le préciser, on n'est pas fâché, on ne le boycotte pas, c'est juste que les modèles maintenant c'est plutôt PyTorch. Donc bref, cette petite ligne sympathique, Torch Compile, quel que soit le modèle, quelle que soit la plateforme, CPU, GPU, etc., elle doit vous donner au moins 20 à 30% d'accélération, voilà, gratuitement. Okay, mais parfois beaucoup plus. Parfois beaucoup plus en fonction des modèles et du hardware sous-jacent. Okay, donc voilà, ça si vous voulez vraiment le truc le plus simple pour gagner un peu déjà, c'est pas mal. Voilà. 20 à 30% de scaling gratuit comme ça, c'est bien, il faut les prendre. Okay, et ça marche a priori sur toutes les plateformes. Alors AMD, parce qu'ils vont arriver, j'anticipe un peu, moi je suis excité par ça. Donc on travaille avec eux. Donc voilà comment on déploierait, enfin comment on prédirait, ou comment on chargerait plus exactement,
un modèle, voilà, Falcon 7 milliards sur AMD. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement le code qu'on utiliserait sur NVIDIA. Voilà. Donc, merci Hugging Face, merci AMD. Les 590 000 modèles fonctionnent sur les GPU AMD sans aucune modification. Voilà. Alors, vous allez m'en trouver un. Parce que je sais bien, il y a des gens qui ont la tête dure. Il y a quelqu'un qui va en trouver un en disant « Ah non, t'as menti, celui-là, j'ai dû changer ça. » Ok, il y en a peut-être un. Bon. Mais vraiment, on a tout fait pour qu'il n'y ait aucune différence. Donc, voilà, le jour où vous avez accès à un GPU AMD et vous voulez tester, vous prenez votre code existant, vous le testez, il va marcher pareil. Ok. Voilà, donc on supporte le 210, le 250 et le 300. Le 300, c'est un concurrent du H100 de NVIDIA, il a même plus de RAM. On travaille aussi sur les Radeon, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont des Radeon dans leur PC. On ne vous oublie pas, on essaie d'avoir le support Radeon aussi. Donc tous les modèles Hugging Face sont supportés. Voilà. Et au-delà de la librairie Transformers, on a d'autres features un peu plus avancées, ONNX, Flash Attention, la quantisation, GPTQ, AWQ. Voilà, tout ça, ça marche. Okay. Alors oui, il y a peut-être encore un ou deux cas bizarres où ça ne marche pas ou pas bien, on les règle, il reste des bugs, des trucs comme ça. Mais voilà, l'objectif c'est 100% de couverture modèle, 100% de couverture feature. Voilà. Et on en est très très près. Alors, maintenant on pourrait se dire, ok, oui, bon, c'est bien, mais Intel. Alors Intel, on travaille aussi avec eux. On fait une librairie qui s'appelle Optimum Intel et qui a pour objectif d'accélérer les modèles sur les différentes plateformes Intel. Alors c'est pas que des gros Xeon Cloud, il y a ça, mais c'est vraiment toute la gamme Intel. Donc on va dire les CPU serveurs, les CPU consumer, et puis même les petits CPU mobiles. Donc Intel depuis longtemps a des outils assez sympas qui s'appellent le Neural Compressor, OpenVINO, etc. qui permettent d'optimiser pour leur plateforme, et c'est ce qu'on a intégré dans Optimum Intel. Et donc ça permet assez facilement de faire de la quantisation, de faire des choses comme ça. Alors voilà un exemple, et je vais vous montrer ce que ça donne en vrai après. Donc voilà, les lignes oranges en gros c'est ce qu'il faudrait rajouter pour faire simple. Donc vous prenez, imaginons que voilà, vous travaillez avec le modèle Phi 2 là, de Microsoft, j'ai dit qu'il était bien, bon ok très bien. Donc vous allez importer la librairie Optimum Intel, les objets qui vont bien, qui sont quasiment les mêmes que ceux de la librairie Transformers. Vous définissez une config de quantisation, vous dites bon, bah, le modèle, ça doit être un modèle 16 bits j'imagine. On va le descendre à 4 bits. Okay. Donc concrètement, les paramètres du modèle qui sont stockés sur 16 bits, maintenant ils vont être stockés sur 4. Donc bah, vous savez compter, le modèle va être 4 fois plus petit. Il va tourner plus vite, il aura moins besoin de support floating point, etc. etc. Voilà, bon, il y a 2-3 paramètres techniques, mais sincèrement, je pense que je pourrais les enlever, ça doit être les valeurs par défaut. Et puis ensuite, je vais dire, voilà, donc OpenVINO model for causal LM, donc ça c'est en gros un LLM, from pre-trained, model ID, donc le nom du modèle sur le hub Hugging Face, la config de quantisation, le device pour lequel on quantise, alors qui ici est un GPU, mais attention, c'est le GPU embarqué sur le CPU Intel, donc c'est absolument pas un GPU NVIDIA, c'est beaucoup moins puissant que ça. Et voilà, donc ça va télécharger le modèle et le convertir de 16 bits à 4 bits en l'optimisant pour cette plateforme-là. Voilà. Auparavant, c'était une épopée de faire ce truc-là. Hein. Même le faire à la main avec OpenVINO, ça aurait été un truc, c'était un sketch. Hein, bon, Intel n'est pas là, je peux le dire. Ils marchent bien leurs outils, mais ils sont très compliqués. Les gens qui font du hardware ne savent pas faire d'outils développeurs. Hein. On s'en est tous rendu compte. Donc c'est là qu'on les aide. Okay, donc ça, ce qu'on amène, c'est cette simplification. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors je vais vous montrer, deux démos. Alors on va essayer de se mettre plein écran parce que sinon on va rien voir. Tac, tac. Donc ça, alors oui, je précise, alors j'explique. Donc ça, c'est ce modèle-là, c'est exactement ce que vous voyez. Hein. C'est Phi 2, quantisé 4 bits, et ça tourne sur un laptop à $1200 avec un CPU Intel architecture Meteor Lake. Voilà, qui est même pas la dernière. Okay, donc c'est pas un truc, c'est pas une config à $8000 de je sais pas quoi. C'est le laptop de, je vais dire le laptop de mamie, mais presque. Hein. Ok, donc là on va lui poser une petite question. Alors la question on la voit en bas, hein, c'est voilà,
Lily a une balle en caoutchouc qu'elle fait tomber du haut du mur. Le mur fait 2 mètres de haut. Combien de temps la balle mettra-t-elle à atteindre le sol? Voilà, question de physique niveau, je sais pas, seconde. Ok, donc voilà la question, paf. Submit. Voilà. Donc ça, c'est strictement local. Ça, c'est le laptop. Il n'y a pas de GPU, il n'y a pas plus de puissance de calcul. Oups, on va se la refaire. Allez. Il n'y a pas de plus de puissance de calcul que ce qui est disponible là. Et donc vous voyez, il est intéressant ce modèle parce qu'il a été entraîné justement sur des questions un peu de raisonnement comme ça. C'est aussi pourquoi ce modèle Phi 2 est vraiment bien. Donc la vitesse de génération, elle est assez correcte. Je vais vous montrer l'autre exemple de génération de code. La vitesse de génération, elle est assez correcte. Et surtout, la qualité de la réponse est très bonne. Et on voit qu'elle n'a pas été dégradée. Elle n'a pas été dégradée par la quantisation. Voilà, donc là, on lui dit, implémente-moi une classe pour un réseau fully connected avec une fonction forward et backward en utilisant NumPy. Et mets-moi du markdown. Voilà. Voilà, donc ça, vous pourriez avoir de la génération de code locale, complètement locale, déconnectée de tout sur votre laptop avec ce genre de truc. Voilà. Ça, c'est là où on en est. Et moi, j'ai vu des démos sur des configs un petit peu plus grosses où on va encore plus vite que ça. Et donc, ça n'est que le début. Donc, l'inférence locale, c'est une réalité. Et ça marchera d'autant mieux que vous prenez un modèle, un petit modèle, etc. Alors, dernier truc, je vais vous montrer un exemple de déploiement cloud. Là, on va monter en gamme sur l'accélérateur custom d'AWS pour l'inférence qui s'appelle Inferentia 2, parce qu'il y a eu Inferentia 1. Alors, vous allez me dire, oh, c'est compliqué. Moi, je ne connais pas AWS. Déjà, je ne connais pas les LLM, je ne connais pas AWS, puis alors Inferentia, jamais entendu parler, puis j'ai pas envie. Bon, ok. Alors, c'est pas grave, parce que nous, on aime bien simplifier les choses. Donc, disons qu'on a envie de déployer ce modèle Zephyr, qui est pour le coup un des nôtres, voilà, qui est un modèle de Mistral réentraîné. Ok, donc on va sur la page, très bien. Deploy, Amazon SageMaker. Alors là, on a le code pour le déployer, on va dire sur GPU. Bah, tiens, d'ailleurs, on a une instance G5, là, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, donc ce modèle 7 milliards, nous, on conseille de le déployer sur un A10. Mais on pourrait aussi le déployer sur Inferentia et on vous a aussi gentiment fourni le code. Okay, donc Inferentia, c'est un chip que AWS a conçu et qui est optimisé pour l'inférence. Un peu comme le TPU chez Google, c'est le même ordre d'idée. Hein, il y a des différences, mais c'est le même ordre d'idée. Donc on pourrait copier-coller ce code. Bon, j'ai gagné du temps, je l'ai fait. Oh non, ça c'est pas gentil ça. Bon. Alors on va faire ça, c'est pas grave, désolé. Je vais me reloguer 2 secondes, s'il veut bien. Et je... Oui, allez, fais ça, s'il te plaît. Voilà, allez, c'est bien. Oui. Merci. Oh, là, il est joueur. Hein. On va faire reload. Voilà. Ok. Studio. Tac, tac, tac. Ça prend que quelques secondes. Voilà. Open. C'est bon. Donc j'ai pris ce code, je l'ai copié-collé dans un notebook Jupyter et normalement il tourne toujours, sauf si AWS me trahit. Voilà. Oui, mets-moi les cookies. Allez, voilà. Ok, on va y arriver. Voilà, donc c'est le code que je vous ai montré. Ok. Donc on a la config de déploiement, donc ici on a le nom du modèle, on a quelques paramètres techniques, bon, la longueur, la séquence, ok, c'est pas très important de comprendre ça. Ici, on va aller chercher, donc on va travailler avec SageMaker. SageMaker, c'est le service managé d'AWS, avec lequel sur lequel on travaille directement. Donc en gros, on construit les containers d'entraînement et d'inférence
et on les donne à AWS pour qu'ils les intègrent dans SageMaker. Okay, donc il n'y a pas à construire l'environnement de compute, quoi. Il est là. L'infra est managé et le container dans lequel vous allez travailler, il est là. Okay, et c'est ce qu'on fait ici en fait. Okay, c'est ce qu'on fait ici. On dit voilà, on crée un modèle à partir donc de Zephyr 7B et en utilisant notre container prédéfini. Voilà. Ensuite, on appelle deploy. Donc, il y aura une instance, alors inf2 24xl, okay, donc c'est une instance EC2 qui a des accélérateurs Inferentia 2. Ok, on attend, je sais pas, 10 minutes. Voilà. Au bout de 10 minutes, on a un endpoint qui est là. Voilà, in service, c'est ce que je voulais. Et puis maintenant, je vais pouvoir l'invoquer. Ok, donc, je peux l'invoquer de manière simple en disant. Alors, c'est un LLM, donc il y a un format de prompt. Okay, donc Zephyr, c'est un Mistral. Le format de Mistral, c'est pas le format de Llama, etc. Donc ça, c'est assez embêtant ces histoires. Mais en fait, nous, dans nos librairies, on abstrait, pardon, l'état. On abstrait ce problème-là en utilisant un format de prompt qui est le format de prompt d'OpenAI. Voilà, donc, et en dessous, en fonction du modèle réel, on applique le bon format. Donc ici, on va avoir un prompt système qui est ça, et puis on a la question de l'utilisateur. Voilà. Pourquoi est-ce que les transformers sont des meilleurs modèles que les LSTM? Okay, donc on fait ça, ok. On peut mettre des petits paramètres si on veut contrôler tout, et puis on va appeler, alors je vais quand même le faire parce que si j'ai joué dans le mauvais sens, ça marche? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, donc là je vais prédire, ok, donc là j'envoie ma requête à mon instance et il va me générer le texte, voilà, et maintenant je peux imprimer le texte et normalement j'ai ma réponse, voilà, ok. Donc, ça fait beaucoup d'un coup, mais si on dézoome un peu, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur le hub, on a trouvé le code de déploiement pour SageMaker. Alors, je sais, bon, j'ai travaillé chez AWS avant, ok. Le fait est que la meilleure intégration qu'on a aujourd'hui, elle est sur AWS. C'est pas la faute d'AWS, c'est la faute d'Azure qui est trop lent pour travailler avec nous. Bon, alors on espère que Azure et Google vont se mettre au niveau, mais l'objectif, il est clair, c'est d'avoir le même niveau d'intégration partout. Mais pour intégrer, il faut être deux. Voilà. Donc on travaille très bien avec AWS. Avec Google, on va dire qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, mais ça avance bien. Avec Microsoft, c'est plus compliqué. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est de vous fournir le code, vous copiez-collez le code, vous le mettez dans votre notebook Jupyter sur Azure, sur AWS, sur Google, clic, 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 clic et ça déploie. Et en plus, on supporte pas juste les GPU mais aussi les accélérateurs. Voilà. J'espère qu'assez vite on pourra faire ça par exemple sur Google Cloud et les TPU. Ok? Bon, et puis tous ces paramètres-là, on a le temps plus tard de jouer avec et de les creuser. Alors ZLMiroOS c'est bien, mais bon, ça ressemble pas du tout à un chatbot là. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a imprimé un gros pavé. Il est où le streaming? Bon, alors on peut aussi évidemment faire du streaming. SageMaker maintenant le supporte, donc on peut envoyer la requête à notre endpoint SageMaker, et puis après on peut streamer la réponse. Bon, alors il y a un peu de code, il y a un peu de plomberie pour faire ça proprement, avec un itérateur, lire ce qui est disponible bout par bout, etc. Bon, ça c'est un bout de code que j'ai volé dans un blog AWS, je vous mettrai le lien dans les slides. Okay. Donc maintenant, je vais juste reconfigurer mon endpoint en disant maintenant, tu m'envoies pas tout le pavé d'un coup, maintenant je voudrais que tu stream. Okay. Donc la désérialisation, c'est plus juste un gros bout de JSON en un coup, ça va être une désérialisation de stream, donc je suis obligé de changer ça. Et puis je suis obligé de lui dire, bah, maintenant stream true. Voilà. Okay. Et donc je vais réinvoquer mon endpoint avec la même question. Et là, je vais streamer. Alors il faut que je descende un peu, sinon on ne va pas le voir, ça va assez vite. Voilà. Là, on va le refaire. Il faudrait que ça aille plus lentement. Ah, il faut que je refasse, oui, il n'y a plus rien à lire, il faut que je refasse la requête, voilà. Allez, va pas trop vite. Voilà, il stream, hein, vous l'avez vu, ouais, ça y est. Ok, voilà. Donc voilà, tout ça, vous pouvez implémenter, vous voyez, implémenter votre application, votre chatbot, votre ce que vous voulez, en ayant une maîtrise complète de la chaîne, c'est pas un truc très compliqué.
Voilà. C'est pas un truc très compliqué. Les modèles sont là. Vous pouvez commencer à les utiliser directement. L'infra, alors l'infra, elle est là. Les services managés avec lesquels on s'intègre, ils rendent les choses assez simples aussi. Il n'y a pas de container, il n'y a pas besoin de se cogner des heures de setup, de PyTorch, etc. Tout ça, on l'a fait. Bon, on pense qu'on le fait plutôt bien, qu'on optimise plutôt bien, donc vous pouvez en profiter. Voilà. Et puis l'étape d'après, c'est de mettre une petite couche d'appli là-dessus, c'est pas dur, et de commencer à tester. Mais bâtir vos propres solutions, c'est pas un effort surhumain. Et puis après, éventuellement, entraîner le modèle, etc., etc. Ok, vous voyez, on parle pas c'est pas des milliers de lignes de code. Hein. Et là, on n'est pas loin d'avoir un truc qui est déjà, on n'est pas loin du POC là. Bon, il faudrait faire une petite page web, un truc sympa, mais ça c'est complètement hors de mes compétences. Mais vous trouverez quelqu'un pour faire ça. Et vous avez une appli sur votre infra complètement privée, escalable, voilà. Et qui vous coûte pas la peau des fesses. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc juste pour résumer. Donc les modèles Hugging Face, et quand je dis les modèles Hugging Face, je parle vraiment des modèles hébergés par Hugging Face, hein. Les 570 000 et quelques, ils viennent certainement pas tous de nous, ils viennent de la communauté, donc merci à la communauté de nous faire confiance, mais ces modèles sont vraiment les standards aujourd'hui, voilà, c'est ce que tout le monde utilise. Voilà. N'écoutez pas le baratin, le best model, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Dans l'absolu, ça n'existe pas. Et si même on pourrait dire, bah oui, le best model, c'est celui qui est en haut du leaderboard, pour une taille donnée, admettons, il sera remplacé dans quelques semaines. Voilà. Donc, il faut avoir l'état d'esprit et l'outillage Ops pour être capable de tester rapidement les nouveaux modèles. Voilà, tiens, il y a un nouveau modèle en haut du leaderboard. Allez, hop, on le déploie, on l'évalue, il est bien, il est vraiment mieux, il est un peu mieux. Bon, on garde celui qu'on a. Et puis peut-être que 2 mois après, là, il y en a un qui est vraiment, vraiment mieux, et là, vous avez envie de changer. Il ne faut pas que ça soit un drame, il faut que ça soit facile. Financièrement, techniquement, etc. Donc l'outillage, l'agilité de l'outillage est important. Il ne faut pas que tout devienne un projet de 6 semaines, quoi. Bon, il n'y a pas de modèle qui domine tous les autres, et en particulier, chaque use case doit être regardé avec des yeux neufs. Voilà. Je pense qu'il pourrait y avoir dans la salle des gens qui ont des cas d'usage similaires, de résumé, de texte ou de chatbot, etc., comme ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a l'air bien. Mais voilà, peut-être vous partiriez de la même shortlist là, de 4 ou 5 modèles, mais peut-être que vous ne déploieriez pas exactement de la même façon, peut-être pas la même taille, peut-être qu'il y en a un qui ferait du RAG et l'autre qui fine-tunerait, etc., etc. Les solutions universelles, bon voilà, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le Big Mac, quoi. C'est l'option par défaut, quoi. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le Big Mac. Mais bon, il y a mieux à faire. Voilà. Et ce qu'on voit chez nos clients, là où ils ont vraiment des gros succès, c'est en prenant ce que je disais tout à l'heure, donc le plus petit modèle qui fait le job en termes d'expérience utilisateur et de le combiner avec des données de bonne qualité. Donc soit avec du RAG, soit avec du fine-tuning et parfois les deux. Voilà. Et c'est là qu'on atteint les modèles de bonne qualité métier et à un coût performance qui vous permet de les laisser en production et de ne pas les débrancher au bout de 15 jours. Quoi. Et puis bon, comme on l'a vu, c'était mon focus du jour, intéressez-vous vite dans le projet, intéressez-vous vite à l'accélération des modèles. Que ce soit sur le hardware, en disant voilà, quel GPU on prend, quel truc on prend, est-ce qu'on regarde les TPU sur Google, est-ce qu'on regarde Inferentia sur AWS, etc. Est-ce qu'on quantise, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on compile, il y a plein d'options. Voilà, je vous renvoie à mes deep dive parce que franchement, ça c'est des discussions qui pourraient durer des heures, mais c'est ça qui va vous donner c'est ça qui va résoudre l'équation économique. Voilà. Il y a la première partie de l'équation économique, c'est être obsédé par travailler avec des petits modèles. L'autre partie de l'équation économique, c'est maintenant qu'on a un modèle qu'on aime, comment est-ce qu'on le shrink au maximum, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'on le fait tourner sur des petites plateformes. Et moi, je suis convaincu que l'année 2024, ça va être l'année du laptop. Voilà.
Je pense que si on se revoit dans 9 mois, on aura plein de solutions. On parlera toujours du cloud parce qu'il y aura toujours des solutions cloud, mais on aura plein de cas d'usage qui tourneront bien en local. Un GitHub Copilot, il n'y a aucune raison qu'il ne tourne pas en local aujourd'hui. Voilà. La seule raison, à mon avis, pour finir sur un peu de mauvais esprit quand même, on est en France, la seule raison c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé un moyen de vous faire payer 20 $ par mois localement. Le jour où ils résolvent ça, vous l'aurez localement. Peut-être qu'ils vous feront payer 30 parce qu'ils vous diront c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est safe maintenant. Voilà. Et dans tous les cas, le futur est grand ouvert et le futur c'est l'open source et comptez sur nous pour continuer à le défendre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci beaucoup.